c'était un moment très cordial. Je voyais énormément de respect mutuel entre les deux hommes. Ils se connaissent depuis longtemps. Alors moi, j'ai trouvé ça vraiment encourageant de voir la réaction personnelle entre M. Trudeau et le président Trump. Le ministre de la Sécurité publique, Dominique Leblanc, qui était l'un des convives au repas de vendredi soir à Mar-a-Lago, un événement organisé dans le plus grand secret, une tentative d'adoucir un peu les tensions entre le Canada et la future administration américaine. Est-ce une démarche qui fonctionne? Rosemary, Chantal, Michel, bon dimanche matin. Bonjour. Bonjour. Rosemary, est-ce que ça fonctionne, ce genre de souper-là? Reste à savoir si ça fonctionne, je pense. Je pense que c'est trop tôt. Mais je pense que c'était très important pour le premier ministre de se rendre là avec Dominique Leblanc et son chef de cabinet, Katie Telford. De un, le fait d'avoir une face-à-face avec Trump, d'essayer de l'écouter, d'expliquer un peu les inquiétudes qu'il y a face au Canada et de pouvoir avoir un moment social. Pour Donald Trump, tout ce qu'on comprend de lui, c'est que les relations personnelles sont très importantes et il aime ça être flatté un petit peu. Alors, le fait que le premier ministre a pu arranger son horaire pour se déplacer si vite et d'une façon très surprenante pour tout le monde, là, le vendredi soir, je pense que ça a été déjà un petit peu une victoire pour Justin Trudeau. On reste à savoir si ça va changer les idées de M. Trump. Oui, parce qu'effectivement, ça s'est apparemment discuté lors de l'appel de lundi soir, cette invitation-là qui a été lancée, puis ça a été accepté, mais dans le plus grand secret, on l'a su à la toute dernière minute. Chantal, est-ce que c'est un pari quand même, ce genre de démarche-là? On s'entend, là. Est-ce que c'était un bon pari pour Justin Trudeau? C'est un pari qui ne se refusait pas et de façon générale, c'est un bon coup. D'abord, pour aller à ce souper, c'est Trump qui invite. On n'est pas en train d'organiser une visite officielle avec un président qui est en fonction. M. Trudeau est là et il est assis là où il est assis parce que Donald Trump a choisi de mettre à sa table la délégation canadienne. Il y avait d'autres mondes dans la salle. Donc, c'est un bon coup sur un autre plan. C'est-à-dire que parmi les autres, à la table, il y avait certains des nouveaux secrétaires américains avec lesquels on va gérer les prochaines années. Mais ça envoie aussi une série de messages. Un en particulier, si on s'attendait à ce que Donald Trump fasse des détours pour que Justin Trudeau ne soit pas réélu en envoyant toutes sortes de signaux qui n'en avaient rien à cirer de Justin Trudeau. C'est à peu près le contraire qu'on voit depuis sa réélection. Il prend l'appel. Aucun président n'est obligé de prendre un appel la même soirée où un premier ministre lui demande d'appeler. Qu'est-ce qui se passe aussi peut-être? Écoutez, parmi les chefs de gouvernement, les chefs d'État qui étaient là pour la première version de Donald Trump, il en reste pas beaucoup. Le fait que M. Trudeau est encore debout, ça commande quand même un certain respect, quelque part. Et c'est pas quelqu'un qu'on est obligé d'apprendre à connaître, mais en plus, il a réussi à survivre. Je suis sûr que M. Trudeau n'a pas dit à M. Trump, Donald, je m'en suis quand même mieux tiré que toi. Mais... On va présumer. J'espère que non. Ça n'aura pas été une bonne idée. Et pour l'auditoire canadien, parce que c'est aussi quelque chose qui est pour consommation au Canada, le message, celui un peu que Jean Charest a tenté, l'ancien premier ministre du Québec, de répéter toute la semaine, c'est que dans le moment, il y en a un seul premier ministre qui s'appelle Justin Trudeau, puis c'est ça. Ouais. Il nous en parlait d'ailleurs, M. Charest, un peu plus tôt à l'émission, effectivement. Michel, les gens assis autour de la table, on parle beaucoup de M. Trump, mais il y a des membres de son prochain cabinet aussi. C'est des pointures importantes. C'est des gens avec qui c'est important d'avoir des conversations aussi. Oui, par exemple, c'est pas le ministère le plus important aux États-Unis, le secrétaire à l'Intérieur. C'est pas comme le ministre de l'Intérieur en France, qui s'occupe des parcs nationaux puis des choses comme ça. Mais c'est quelqu'un qui, sur la gestion de la frontière, va avoir quelque chose à dire. Alors, donc, c'est important qu'il soit là et qu'il parle à la partie canadienne. Mais Chantal a raison. Ce qu'il y a de remarquable dans cette histoire-là, c'est que c'est M. Trump qui a invité, c'est M. Trump qui a pris l'appel. Il y a là-dedans une certaine déférence envers M. Trudeau. Puis d'autre part, il est le premier dirigeant du G7 à être invité à Mar-a-Lago. C'est pas rien ça non plus. Alors, je pense qu'il y avait un message là de M. Trump qui est, bon, j'ai fait mon spectacle là avec les tarifs, maintenant on va se parler. Et on verra ce que ça donne. Ça ne veut pas dire qu'il va laisser tomber ce qu'il a dit, mais
il y a un canal de communication ouvert et il est bien ouvert. Bon. Rosemary, est-ce que on a l'impression qu'on en récolte déjà des fruits? Parce que là, tous les gens qui nous ont parlé de la rencontre ont dit il n'y a pas été question d'abandonner les tarifs. En tout cas, on n'a pas eu d'assurance de ce côté-là. Qu'est-ce qu'on en retire? Et un souper en passant, là, c'était pas une réunion de travail. Non, mais on peut parler quand même. Oui, Voilà. oui. Et ils en ont parlé. Ils en ont parlé, mais ils n'ont pas réglé les choses. Et je pense que c'est ça l'idée, là. Écoutez, le poste social des médias que le président élu a mis sur la rencontre, sur le souper, était positif aussi. Il n'y a pas critiqué Justin Trudeau, il n'a pas dit le contraire de Justin Trudeau, ce qu'il avait fait avec le président de la Mexique. Alors ça, c'est déjà un pas dans la bonne direction. Je pense que ce que ça donne, comme dit mes collègues, c'est l'opportunité de continuer de faire le cas, de plaider le cas devant Donald Trump. Mais c'est vrai que tout le monde qui était là ou à côté ce soir-là, ils ont tous dit que les tarifs douaniers sont très importants à Donald Trump et que c'est vraiment une politique qui lui tient à cœur. Donc, moi, je pense que ça va être une question d'essayer d'enlever certaines choses que le Canada envoie aux États-Unis au lieu de le mettre à côté complètement. C'était pas gagné. Et ça, c'est le risque, le pari dont vous parlez, Daniel, c'est que si ça n'arrive pas, si Justin Trudeau n'arrive pas à convaincre le président d'enlever ces tarifs douaniers ou de ne pas les mettre en place, c'est Justin Trudeau qui va porter ça aussi. Ouais. Michel, Chantal parlait tout à l'heure, consommation domestique, évidemment. Il y a beaucoup de ça qui est regardé attentivement au Canada. Est-ce que ça neutralise une partie des attaques qu'a livrées Pierre Poilievre la semaine dernière à l'endroit de Justin Trudeau, ou encore est-ce que ça calme les provinces? Je pense que les provinces sont contentes de voir M. Trudeau là parce qu'il y en a juste un premier ministre, comme disait M. Charest, et c'est lui, fait qu'il va falloir travailler avec lui. D'autre part, il y a quand même quelque chose d'important de dire. Quand M. Trump fait un message comme ça, il faut voir un coup d'avance. Qu'est-ce qu'il veut avoir? Quand il avait fait des tarifs sur l'acier et l'aluminium, il voulait renégocier l'ALENA, qui, disait-il, est le pire accord commercial de l'histoire. Bon, il est porté sur l'hyperbole, là, mais là, est-ce qu'il veut renégocier l'entente Canada-États-Unis-Mexique qu'il a lui-même voulu négocier et qu'il a voulu signer? Est-ce que c'est ça qu'il cherche ou si c'est autre chose? Et Rosemary disait, il aime ça, les tarifs. Oui, il se décrit lui-même comme tariff man, là. La question, c'est est-ce que ces tarifs-là, parce que ceux qui avaient été mis sur l'acier et l'aluminium ont été retirés à un moment donné, est-ce que ces tarifs-là peuvent être de durée limitée, par exemple, ou des choses comme ça? Ça, c'est ce qui se discute, pas nécessairement pendant le souper, mais qui va se discuter lorsque les vraies discussions vont commencer, puis ça, ce sera après le 20 janvier. Chantal. Une série de choses. D'abord, la dernière chose à faire en sortant de là, pour la délégation canadienne, c'était de dire c'était un bluff, Donald Trump n'est pas sérieux. Qu'on en pense ce qu'on voudra dans l'avion au retour, le message, c'est M. Trump est une personne très sérieuse. Et on prend toutes ces élucubrations au sérieux. C'est comme ça que ça se gère, ce personnage-là. Ensuite, on n'est pas rendu au 21 janvier, mais comprenez que quelque part, il va s'activer aux États-Unis toutes sortes de lobbies économiques importants. Je regardais ce qui se disait au Michigan, par exemple, où on est allé du côté Trump, mais là, l'industrie automobile qui fait vivre le Michigan, les géants de l'industrie disent un instant, là, ce petit jeu de tarifs, on ne veut pas jouer dans ce film-là. Alors, il est totalement possible. Et j'ai remarqué dans le discours de la délégation canadienne qu'on disait finalement le fentanyl, c'est plus important que n'importe quoi, semble-t-il, pour les États-Unis. Oui, ben c'est un bon choix, hein, parce que le fentanyl, je suis sûr qu'on peut réussir à baisser nos 50 livres à 20 livres. Ou encore. C'est pas un gros problème de chez nous. Mais non, c'est ça. Alors, c'est possible de faire des gestes comme les hélicoptères à la frontière qui permettent à M. Trump de dire j'ai eu ce que je voulais. Ça menace de tarifs. Évidemment, il ne peut pas dire je veux renégocier le nouvel ALENA. Il ne peut pas en dire que c'est le pire accord au monde, c'est lui qui l'a négocié. Alors, on s'en va clairement ailleurs. On verra le 21 janvier et on verra aussi si on en arrive là. Moi, je ne crois pas qu'on va arriver aux 25 parce que le jour où on y arrive, on va devoir répliquer. Oui. Et là, on sera dans une guerre commerciale qui ne servira à personne. Oui. D'ailleurs, Mme
Mme Freeland a dit aux provinces lors de l'appel conférence la semaine dernière, on a commencé à établir une liste justement au cas où. On verra ce que ça va donner comme retombée pour M. Trudeau la semaine prochaine, cette histoire-là. L'autre histoire qui a dominé l'actualité politique à Ottawa, c'est le fameux chèque qui n'est pas parti encore. On va entendre Justin Trudeau qui défendait la validité de son projet vendredi matin, puis je vous reviens tout de suite après. C'est un chèque pour reconnaître que les travailleurs font la force de notre pays et ils en arrachent. Que le NPD ait tourné le dos sur les travailleurs, c'est incompréhensible parce que c'était supposément, il y a un moment donné, le Parti des travailleurs, mais là, non. Ils disent non aux travailleurs. Michel, ça, c'est le fameux chèque que M. Trudeau voulait envoyer aux travailleurs canadiens. Le NPD dit qu'il n'est pas question d'aller là tant qu'il n'y aura pas de l'aide pour les personnes âgées aussi, les gens qui vivent avec handicap qui n'ont pas travaillé en 2023. Est-ce qu'il est allé trop vite là-dessus, M. Trudeau? Ça faisait partie d'un package, d'un ensemble de mesures, sauf que effectivement, celle-là, c'était ouvrir la porte aux injustices que le NPD et d'autres partis ont mentionné. Pourquoi les personnes âgées n'ont pas ça? Ils en arrachent eux autres aussi. Ils en arrachent peut-être plus que les travailleurs même. Alors, c'est pas étonnant que ça n'ait pas passé la Chambre des communes. Maintenant, il faudra voir sous quelle forme, parce que M. Trudeau semble y tenir, sous quelle forme il peut le ramener. Mais effectivement, il y a des injustices là-dedans et M. Trudeau n'est pas en territoire extrêmement solide en disant « Ah, il y a juste les travailleurs qui en arrachent ça. » Ouais. Rosemary, là, évidemment, il n'y a pas plus d'argent, ou en tout cas, ce que l'on nous dit, c'est qu'il n'y a pas plus d'argent pour bonifier la mesure. En même temps, M. Trudeau est un peu coincé parce que ça lui prend l'aide du NPD pour faire adopter ça. Quelle est la voie de passage pour lui? Bien, il n'y a pas plus d'argent, sauf qu'il n'y avait même pas cet argent-là qui était sur la table. Alors, je trouve ça surprenant qu'il n'y ait pas plus d'argent. Il risque d'avoir plus d'argent, je pense. Il faut comprendre que la mesure ici pour les travailleurs canadiens était vraiment pour viser les gens qui n'ont pas eu des choses auparavant, qui n'ont pas eu des bénéfices, des personnes sans enfants, par exemple, des personnes qui, oui, travaillent fort, mais ont de la difficulté quand même à se tenir debout avec leur salaire et le coût de vivre présentement. Alors, c'était ça le but pour le gouvernement. Mais c'est vrai aussi que s'ils ont besoin de l'appui de la NPD ou le Bloc aussi, qui ont demandé des choses pour les personnes âgées, il va falloir, je pense, l'élargir un petit peu. Mais ça va coûter encore plus cher et comme je dis, encore de l'argent que le gouvernement n'a vraiment pas pour jouer avec ça. Oui. Chantal? Oui, il n'y avait pas assez d'argent pour bonifier la sécurité de la vieillesse à la demande du Bloc pour les 65 à 74 ans. Ça coûtait 3 milliards. Là, on est rendu avec la TPS, le congé de TPS, plus que 6 milliards et on compte. Et on est loin de l'argument de nécessité ou des travailleurs. C'est de la misère. J'ai de la misère à imaginer qu'un couple qui gagne chacun 149 000 et qui n'a pas d'enfants, donc qui ne bénéficie pas du système de garderie, a vraiment besoin de 250 plus qu'une personne âgée qui vit strictement sur la sécurité de la vieillesse. Ça fait coche mal taillée. Et ce qui est intéressant, c'est que quelque part, ça donne l'impression que le gouvernement a tenté d'en passer une petite vite à Jock Meeting. C'est-à-dire que quand on lui a dit ce qu'on allait annoncer et qu'il s'est précipité pour en revendiquer la paternité, on lui a parlé de travailleurs, mais on n'a pas souligné jusqu'à quel point c'était exclusif comme terme. Et le NPD risque d'être plus exigeant à cause de l'impression qu'on a tenté d'y en passer une, peut-être un sapin détaxé, juste pour le temps de fête. Mais néanmoins, j'ai l'impression que ça va... D'abord, il faut que le gouvernement négocie pour pouvoir présenter un projet de loi dans le cadre probablement d'une mise à jour budgétaire plus large. Et ça va coûter de l'argent quelque part. Et le 250 $ va devoir être ciblé si le gouvernement y tient. Ouais. Et ça, évidemment, là, vous avez fait référence au sapin détaxé parce qu'on a réussi, jeudi dernier, à faire adopter le projet de loi qui va permettre la pause de TPS à partir du 14 décembre, sur le fameux sapin. Et sur bien d'autres biens, ça a passé, mais le chèque, on reverra. Alors, on verra ce que ça va donner. Rosemary, Chantal, Michel, merci beaucoup d'avoir été là ce matin. À la semaine prochaine. Merci, Daniel. Au revoir. Au revoir.